Il fait beau temps à Ouagadougou, en tout cas pour ce qui concerne le quartier Kuretenga, le quartier Sissin, le quartier Paralayiri, puisque Dieu nous a fait grâce d'une merveilleuse pluie au cours de la nuit. Alors, profitez bien de cette journée tellement douce et puis surtout fraîche. Tout simplement. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de Bonjour le Faso. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce numéro. Vous le savez, depuis lundi, nous vous parlons de la communauté Boin ou Boaba donc du Burkina Faso. Aujourd'hui, nous allons vous proposer d'écouter un historien qui retrace justement l'histoire donc de la communauté Boin du Burkina Faso. La revue de presse est présentée ce jeudi par Bébé Kodjokambo que nous retrouverons tout à l'heure. Notre invité du jour est professeur. Il s'agit notamment du professeur Fatou Traoré, épouse Barreau. Elle est spécialiste en dermatologie, vénéréologie. Vous allez savoir tout à l'heure de quoi il s'agit dans la rubrique invité du jour. Et par ailleurs, enseignante à l'université Joseph Kizerbo. Elle est aussi membre de l'amicale des femmes du CHU Tengango. Elle est notre invitée du jour, donc on parlera de dermatologie avec notre invité du jour. Vous le savez, le rendez-vous de chaque jeudi, d'ailleurs le nouveau rendez-vous, c'est le rendez-vous avec la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Aujourd'hui, nous allons parler donc de l'arnaque liée aux offres de marché avec notre invité donc de la BCLCC. Il s'agit de M. Taïrou Kwanda que nous allons retrouver tout à l'heure. Installez-vous confortablement. Nous partons tout de suite pour la première rubrique. Et la première rubrique, c'est la rubrique à la découverte 2. C'est la rubrique qui part à la découverte des communautés, des sites touristiques, des symboles du Burkina Faso, des places et autres. Et cette semaine, nous avons décidé de vous parler de la communauté Bois ou Boaba donc du Burkina Faso. Et c'est en faveur donc d'une exposition qui a eu lieu au niveau du musée de la musique Georges Ouedraogo. C'était en 2021. Qui retrace et qui s'intéresse à la communauté Bois ou Boaba du Burkina Faso. Alors aujourd'hui, nous allons vous proposer d'écouter justement un historien qui s'est intéressé à la communauté Boaba. Il s'agit de M. Gaston Nimier que nous vous invitons à suivre. Le pays Bois est à cheval entre deux États, notamment la République du Mali et le Burkina Faso. C'est une bande étroite qui commence depuis les abords de la falaise de Bandiagara au nord et qui descend presque à la frontière du Ghana pour ce qui est de l'extrémité sud. Et les grands centres, c'est Mandiakui au Mali, c'est Tomigna au Mali, et du côté du Burkina Faso, c'est Kibasso, Bomborokui, Dédougou, Warkoy, Bondokui, Oundé, pour ne citer que ces quelques centres-là. Disons d'abord que sur le plan social, la société Bois est structurée en plusieurs catégories socio-professionnelles. Il y a d'abord la première catégorie qui est celle des cultivateurs. Ensuite, il y a une deuxième catégorie qui est celle des forgerons, qui elle-même peut se subdiviser en deux sous-groupes. Il y a les forgerons métallurgistes, c'est-à-dire ceux qui avaient la technique de la production ancienne du fer. Et il y a le deuxième groupe qui était ceux chargés du travail du fer produit par les premiers là, et notamment leur transformation en outils et finis. Et puis la troisième grande catégorie, donc, c'est les griots qui traditionnellement donc s'occupent de la musique et leurs femmes s'occupent, j'allais dire, du tressage des femmes. Maintenant, sur le plan culturel, d'abord au niveau des cultes, en principe, chaque village Boaba a les cultes suivants. Il y a d'abord le culte de la terre qu'on appelle chez nous le Loho, c'est-à-dire c'est l'autel qui est dédié même au village. Et généralement, cet hôtel-là est géré par le lignage fondateur du village.
Et ensuite, le deuxième grand culte, c'est le culte du dos, auquel est lié toutes les, j'allais dire, les sociétés de masques en pays bois. En ce qui concerne les masques, nous avons principalement 3 catégories de masques. Vous avez d'abord donc les masques en feuilles, qui appartiennent généralement à toute la communauté, même si pour la gestion des aspects culturels, c'est un lignage bien précis qui s'en occupe. Ensuite, la deuxième catégorie des masques, c'est les masques en fibre. En pays bois, le plus souvent, ces masques-là appartiennent à des familles bien précises, notamment les forgerons. Et ensuite, vous avez le dernier type de masques, c'est les masques de nuit ou les masques en tissu, et qui appartiennent généralement à des familles de griots. Bon, en dehors, bien entendu, des masques, il y a tout ce qui est musique. Et là aussi, le pays bois a une énorme richesse. Lorsqu'on regarde la diversité des instruments de musique, donc nous avons les balafons, dont l'une des spécialités d'ailleurs est le balafon en rond. Et puis ensuite, il y a ce balafon-là qui est accompagné par une diversité d'instruments tels que les tambours et même aussi les instruments à air comme les pipeaux, les flûtes. Sur le plan culturel, il y a évidemment tout ce qu'il y a comme cérémonie. En plus des cérémonies annuelles des masques, il y a tout ce qui a trait, bien entendu, à la vie sociale de tous les jours, tels que, évidemment, les mariages et j'en passe. En principe, pour ce qui est des masques en fibre, évidemment, vous avez différents types de masques en pays bois. Vous avez dans certaines régions ce qu'on appelle les masques à lame. Les masques à lame, ce sont les masques avec les superstructures développées. Et puis, bon, vous avez d'autres structures qui sont beaucoup moins développées. Mais dans cette diversité de masques-là, vous avez des masques anthropomorphes, c'est-à-dire qui représentent des hommes et qui peuvent être liés aux ancêtres du village. Mais vous avez également des masques, j'allais dire zoomorphes, donc qui ont la forme des animaux, et très souvent ces animaux-là sont d'origine totémique, c'est-à-dire c'est lié au totem de la famille détentrice de ces masques. Évidemment, en regardant la façon dont ces masques-là sont sculptés et la façon dont ils sont décorés, les signes ont évidemment des significations. Mais ces significations-là ne sont pas à la portée de tout le monde, puisque les masques-là, vous savez que c'est lié à une initiation. Et cette initiation-là, il faut franchir différentes étapes là pour entrer dans le secret de ces codes-là. Dans beaucoup de traditions de nos villages, effectivement, les différentes catégories de masques que j'ai évoquées tantôt ne se rencontrent pas. Donc les masques en feuilles ne rencontrent pas les masques en fibre et les masques en fibre ne rencontrent pas les masques en tissu. Bon, c'est lié à la tradition des différents villages, mais c'est lié aussi parfois à des interdits qui sont eux-mêmes liés parfois à l'origine des masques. Vous savez, la diffusion des masques là, bon, ce n'est pas toujours de façon très légale et très licite que ça se fait. Très souvent, vous avez des masques qui arrivent dans un village, mais qui ont été volés chez les oncles. Évidemment, donc, lorsque ces masques-là sortent, il n'y a pas de possibilité qu'ils puissent se rencontrer. Mais il y a d'autres explications à cela qui est liée à l'histoire et à la tradition des villages. Il y a beaucoup de choses qui restent de la culture bois. Il y a d'abord même le souvenir tenace de ce que les Bois-Bas ont été dans le passé. Et parmi ces faits historiques-là, on peut retenir un événement très important, c'est la révolte des peuples de la boucle de Boune en 1914-1916 contre l'administration coloniale, qui a été l'une des révoltes les plus difficiles à vaincre en Afrique de l'Ouest contre l'administration coloniale. Et c'est une révolte qui a touché tout le pays bois, autant au Mali qu'au Burkina Faso. Donc, au-delà des souvenirs historiques, il y a toute la culture qui reste. La tradition des masques là est encore très vivante. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs,
Et nous autres, associations pour la sauvegarde des masques, on continue d'organiser le festival des masques, justement pour la promotion et la sauvegarde des valeurs culturelles du masque, qui est un élément important dans la société bois. Parce que le masque a plusieurs fonctions. Il a une fonction sacrée, donc c'est-à-dire qu'il sert d'intermédiaire avec les ancêtres et avec d'autres divinités, notamment la divinité du dos, et qui est l'une des divinités principales en pays bois. Et ensuite, le masque a une fonction ludique. Il peut sortir lors des réjouissances du village. Et il a une fonction sociale, parce que la fonction sociale du masque, là, c'est lié à toutes les interactions qu'il peut avoir lors des cérémonies des masques, mais c'est lié également à toutes les étapes de l'initiation qui sont des phases de socialisation de l'enfant bois. En fait, l'enfant bois ne s'intègre harmonieusement dans la société que lorsqu'il a franchi ces différentes étapes de l'initiation. Autre vestige, j'allais dire, de la culture bois, je ne dirais même pas vestige, une suivante de la culture bois, c'est quand même la musique qui a consacré des noms de musiciens qui sont connus aujourd'hui sur le territoire national. Je citerai en passant les Bakary Dembélé, les Wetian Dembélé et j'en passe. Nous disons merci à M. Gaston Yimien. Il faut rappeler qu'il est historien et puis bien sûr il milite pour la sauvegarde de la culture. Donc, et aujourd'hui, il nous parlait justement de la communauté Boaba et on a eu beaucoup d'informations. Cette communauté-là qui est très connue aussi donc, pour l'usage du balafon en termes de musique et d'autres instruments. Ils sont spécialisés justement donc, dans le balafon. Occasion pour nous de passer le bonjour à tous ces Boaba qui nous suivent, à tous ceux qui sont de la communauté bois. Alors bonjour, en commençant bien sûr par Moïse Sanon qui est de la maison. On te passe le bonjour. Pour la suite de cette émission, nous allons nous informer, faire le tour de l'actualité nationale et internationale avec Bébé Kodjo Kambou qui s'installe. Il est bien installé sur notre plateau avec ses journaux, en mai d'ailleurs. Bonjour Kambou. Bonjour Abzeta, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Nous débutons par l'Obs. Nous débutons par l'Observateur Palga, les doyens des quotidiens. Donc une façon de respecter les aînés, le droit d'aînesse. Alors, à la une de l'Observateur Palga ce matin, l'on apprend le ministre du Commerce aux vendeurs ne salait pas le prix du sucre. Crise sécuritaire au Burkina. Je n'ai plus retrouvé mon village. C'est une déclaration de Isiaka Sori, natif de Pisila, vivant en France. Transition au Burkina, des OSC implorent la clémence de la CEDEAO. Primature, Albert Ouedraogo galvanise le personnel. Écho et complainte des matères de Lamoussa Tiao pour entrer dans le 3e millénaire. Pré-dialogue intertchadien risque d'ensablement dans le désert qatari. Donc, voilà ce que nous apprenait l'Observateur Palga ce matin à sa une. Et à la une du quotidien Le Pays, l'on apprend ceci. Au coin du palais, c'est une rubrique, quand un enseignant vole la motocyclette d'un élève. Et dans la rubrique Révélation de Le Pays ce matin, on lit Foner, une session de dépôt des dossiers pour repêcher des étudiants recalés. Plaidoyer pour une transition de 36 mois, passe d'armes entre des OSC et la Commission nationale de la CEDEAO. Dans la rubrique Actu Foot, on lit ceci, élection FIF pour parler de la Fédération ivoirienne de football. Pourquoi je dérange? Donc c'est Didier Droga qui explique cela dans une interview à un média, donc repris par Le Pays ce matin, à lire donc à la page 15. Code général des impôts, des échanges entre usagers en vue d'une bonne application des textes fiscaux. Donc, c'était là les titres à la une du journal Le Pays ce matin. Aujourd'hui, au Faso, nous apprend ceci. Rwanda, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, sale temps pour les blogueurs et influenceurs. C'est une interrogation. Primature, Albert Ouedraogo galvanise le personnel. Guerre Russie-Ukraine, le spectre de la famine rôde en Afrique de l'Ouest. Impact des réseaux sociaux au Burkina Faso depuis 2011, ce grain de sable dans la mécanique des autorités.
conclusion des Assises nationales de la refondation, ONITR fait un plaidoyer auprès de la CEDEAO. Dans la rubrique News du jour de Aujourd'hui au Faso, l'on apprend hausse du prix du sucre, SN Sosico. Le ministère du Commerce met en garde un ex-ministre empêché d'embarquer sur un vol à Ouaga. Affaire boulangerie, Aruna Kabore, 5 personnes condamnées. La une à présent du journal Le Quotidien. Et l'on lit ceci. Mauvaise gestion du chemin de fer par le groupe Bolloré. Une marche prévue le 26 mars prochain. Anaïs Drabo du mouvement Sauvons le Burkina à propos de la recrudescence de l'insécurité. Une situation qui a perduré pendant 6 ans ne peut être résolue en 45 jours seulement. Bénin, 13 Burkinabés écroués pour faux visa. Représentation permanente de la commission de la CEDEAO au Burkina, la lettre de plaidoyer de l'ONITR non réceptionnée. À Bobo-Dioulasso, l'Express du Faso nous apprend donc ceci à sa une. Vol et recel d'engins à 2 et 3 roues, 5 individus dans les filets de la police. Dans la rubrique Autant le dire, l'Express nous apprend pourtant, on ne devrait pas en arriver là. Mesure de restriction des réjouissances, les tenanciers des maquis de Bobo plaident pour un assouplissement. Mise en place des délégations spéciales, des préfets tout-puissants. Fête d'hiver, il a enceinté sa belle-sœur. 20e journée de la Ligue 1, l'ASFA Niénégal leader et son dauphin le faux en déplacement à Bobo. Wenkuni Sampebego Sawadogo, jardinière, pour moi, le jardinage est le meilleur métier. Et nous terminons par la une du quotidien d'État Sidoya. On lit ceci, mobilisation des militaires retraités à 62 ans, MB prêt pour le front. Au coin du palais, c'est une rubrique, le cannabis ouvre l'esprit et rend intelligent. Les 120 grammes d'or de la discorde entre des orpailleurs. Un élève accusé de viol de sa camarade. L'autre regard, c'est une autre rubrique. Guinée, sortie de l'ornière. Primature, Albert Ouedraogo galvanise le personnel. Gawa, le corps sans vie d'une fille retrouvée. Communication et culture, la ministre Valérie Kabore prône une synergie d'action. Donc, c'était là les unes des quotidiens que nous avons sous la main ce matin, Abjeta. Merci à toi, Kambo. Et retour sur quelques sujets d'actualité. Et pour débuter, nous parlons donc des produits de première nécessité. Le ministre du Commerce invite au respect des prix du sucre. C'est ça. C'est à travers donc un communiqué que le ministre du Commerce invite au respect donc du prix ou des prix du sucre. Alors, c'est un communiqué produit sur la base d'un constat que certains commerçants se livrent donc à des pratiques illicites de prix. Donc, en ce qui concerne le sucre produit localement au Burkina Faso, le sucre produit par la SN Sosico. Alors, le communiqué rappelle un peu les prix légaux du sucre et notamment en ce qui concerne les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Okay. Et les prix donnés donc par le communiqué, alors c'est notamment 600 francs le kilogramme pour le sucre granulé, donc pour parler du sucre en poudre, et 750 francs le kilogramme ou le paquet pour le sucre en carreau ou en morceaux si vous voulez. Alors, le communiqué indique que pour les commerçants qui sont hors de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, le prix donc peut s'obtenir en tenant compte donc des frais de transport. Voilà un peu ce qui est dit. Et tous les commerçants sont invités donc au strict respect de ces prix prévus donc ou indiqués dans le communiqué, parce que le ministère indique que bientôt il y aura des contrôles qui vont se faire donc dans les boutiques, sur le marché, et tous les contrevenants
s'exposent donc à des sanctions. Et pour cela, il y a un numéro vert qui a été donné pour les clients ou les consommateurs qui constateraient que des commerçants à Ouaga, à Bobo ou ailleurs pratiqueraient donc des prix illicites. Et ces numéros verts, ce sont notamment le 80 0011 84, 80 0011 85 et 80 0011 86. Voilà. Donc, c'est un rappel à l'ordre qui intervient à quelques jours, quelques semaines maintenant du début peut-être du jeûne du mois de Ramadan, une période où le sucre est très sollicité, très consommé, si on peut le dire ainsi. Donc, on imagine que c'est en prévision de cela que le ministère fait sortir ce communiqué pour rappeler un peu les commerçants à l'ordre. Mais bon, c'est pas seulement cela, parce que ce ne sont pas que ceux qui jeûnent qui consomment le sucre. On peut dire que c'est aussi pour que tous les Burkinabés qui sont en train de subir actuellement, en tout cas, cette flambée des prix de beaucoup de produits de première nécessité puissent un peu se retrouver un peu soulagés. Voilà. Et c'est de bonne guerre et on imagine que ça ne va pas se limiter au sucre et ça va peut-être concerner ou on aura d'autres communiqués qui vont aussi parler des prix ou rappeler les prix d'un certain nombre de produits parce qu'au Burkina Faso, il y a un certain nombre de produits quand même où les prix sont fixés, des prix à ne pas dépasser sont fixés. Et ce n'est pas toujours respecté par les commerçants. Donc, c'est un communiqué aussi qui intervient à quelques jours après la célébration de la journée mondiale des droits des consommateurs. Donc, bon, c'est une façon aussi de dire aux consommateurs que le premier acteur de la promotion du droit ou des droits du consommateur, c'est le consommateur lui-même. Par exemple, ici, ce sont des prix qui concernent le sucre produit au Burkina. Il faut qu'on le précise également parce qu'on retrouve également d'autres sucres, autres que celui produit par la Sosico sur le marché. Donc, les prix que nous sommes en train de donner, ça concerne uniquement le sucre de la Sosico parce que le communiqué du ministère du Commerce le précise également. Et donc, il faut le dire. Tout consommateur donc, qui constaterait des prix illicites de ce sucre de la CEDEAO a la possibilité d'appeler ces numéros verts qui sont donnés pour pouvoir donc dénoncer ces commerçants véreux. Donc c'est à nous, aux consommateurs, d'œuvrer au respect donc, de ces prix. C'est vrai que le ministère dit qu'il y aura des contrôles qui vont se faire, mais le premier contrôleur, c'est le consommateur lui-même. Donc, n'est pas seulement se limiter au sucre, c'est bien, je l'ai déjà dit, il y a beaucoup de produits dont les prix aussi sont fixés comme ça. Et on a une fois parlé ici de ce communiqué qui rappelle aussi les prix du gaz. Voilà. Donc, si vous vous retrouvez dans votre quartier où vous avez un commerçant qui n'applique pas ces prix, vous avez la possibilité d'appeler ces numéros verts qui sont communiqués pour dénoncer. Donc, à chacun de jouer sa partition pour que peut-être on soit un peu plus à l'aise. C'est ça. Alors, nous parlons du deuxième sujet, appel à la mobilisation des réservistes de l'armée, les militaires retraités. Salut cette décision. C'est bien cela. On parlait mardi de ce décret du président du Faso qui lance un appel à la mobilisation des militaires réservistes. Donc, une mobilisation qui devrait concerner un peu les promotions admises donc, à la retraite dans les années 2019, 2020 et 2021. Alors, on se rappelle qu'avant cet appel, il y a eu des propositions qui ont été faites. On a parlé de cette proposition d'Edi Komboego qui a été faite depuis 2019. Mais on se rappelle aussi qu'il y a quelques mois, les militaires retraités avaient lancé cet appel à travers une conférence de presse où ils disaient qu'ils sont prêts à aller au front, à aller accompagner donc, les jeunes frères d'armes à combattre le terrorisme. Donc après cette décision, Savane Média a essayé de les approcher pour savoir ce qu'ils en pensent et ils confirment cette position en saluant donc cette mesure qui a été prise par le chef de l'État. Mais ils vont au-delà en demandant au chef de l'État de lancer un autre appel à la mobilisation nationale de tous les militaires retraités de 2000 à 2021. Donc, d'aller au-delà, j'allais dire, des 3 dernières promotions donc, admises à la retraite. Voilà ce que les militaires retraités demandent. Voilà. Ils disent que si cela est fait dans 8 mois maximum,
peut-être que les déplacés internes pourront regagner donc leur localité d'origine. Donc c'est un appel du chef de l'État qui a l'adhésion des militaires retraités, si on peut le dire ainsi. Alors, on écoute également d'autres experts qui pensent que la mobilisation même devrait aller au-delà des militaires retraités. Ils devaient lancer peut-être un appel à la mobilisation générale. Voilà, et ça, c'est pas mon point de vue, hein, c'est leur point de vue, et ces experts donc, dont je parle. Alors, bon, tout ça, ça donne, en tout cas, ça prouve que, autant que nous sommes, on est engagé donc à lutter contre ces forces du mal. Bon, et si nous restons dans cet engagement, les choses devraient changer bientôt. Mais les premiers responsables de notre sécurité, ce sont les autorités actuelles. Voilà, et le président et le gouvernement qui viennent d'être formés. On attend de voir un peu les stratégies aussi, voilà, qu'ils vont déployer pour lutter contre ce terrorisme. On espère également que bientôt ça ira. Sinon que pour le moment, en tout cas, la situation n'a pas encore changé. Et comme l'attendent un peu tous les Burkinabés. Donc on espère qu'avec ces initiatives, ça ira. Et déjà, c'est courageux de la part de ces militaires retraités qui se montrent disponibles à accompagner les jeunes frères d'armes. C'est à saluer. C'est à saluer. C'est ça. Alors, Kambou, nous terminons avec ce sujet. On parle de la mare aux crocodiles sacrés de Bazoulé. Oui. Donc, ces crocodiles qui ont besoin aujourd'hui d'être sauvés. Oui, les crocodiles sacrés de Bazoulé ont besoin d'être sauvés. J'imagine que la pluie d'hier nuit va leur faire du bien parce que le reportage ou le constat qu'une de nos équipes de reportage a eu à faire hier était en tout cas un peu désolant parce que la mare aux crocodiles sacrés est dans un état d'étarissement un peu avancé et les crocodiles en souffrent, si on peut le dire ainsi, et comme le montre bien le constat. Voilà. Et selon ce que dit le guide qui a été interrogé par notre reporter qui était sur place, c'est que ce n'est pas la première fois qu'ils vivent un peu cette situation, mais de par le passé, il dit que le défunt Oumarou Kanazoé avait l'habitude d'envoyer des citernes d'eau, voilà, en ces périodes sèches-là, pour y déverser donc de l'eau, afin donc de soulager ces crocodiles. Mais depuis qu'il est décédé, bon, il n'y a pas eu une autre personne qui a pris les relais. Donc, ce qui fait qu'en ces périodes, c'est difficile donc pour les crocodiles. Et il lance un appel à toute bonne volonté qui peut faire ce que le défunt Oumarou Kanazoé faisait pour pouvoir sauver donc, de la mare comme voilà, ça, vraiment. Oui, pour pouvoir sauver ces crocodiles. Voilà. Donc, quand on parle de cet tarissement, bon, c'est lié tout naturellement au changement climatique, mais c'est aussi lié à l'action humaine. Vous avez vu des briques qui sont confectionnées là-bas. Voilà. Avec l'eau justement de la mare. Avec l'eau de la mare. Donc, ça veut dire qu'il y a une pression, il y a l'action donc humaine qui dérange un peu, qui favorise aussi ce tarissement. Et ça pourrait ne pas être bien pour ces crocodiles. Alors, c'est vrai qu'on a parlé de cette pluie d'hier nuit, mais c'est une seule pluie en milieu de saison sèche. Il ne faut pas s'attendre à ce que cette pluie puisse faire quelque chose à ces crocodiles. Donc, l'appel qui a été lancé reste toujours d'actualité. Et c'est une façon aussi pour nous d'appeler peut-être les bonnes volontés, ceux qui peuvent faire quelque chose, à agir donc, pour sauver donc, ces crocodiles-là qui risquent un péril imminent si rien n'est fait. Bon, peut-être que l'appel doit être lancé aussi au ministère du Tourisme parce que c'est un complexe touristique, comme vous le voyez, mais aussi peut-être au ministère de l'Environnement pour que quelque chose soit fait pour sauver donc, voilà, ces crocodiles. C'est dommage, quand vous avez un site comme ça qui figure parmi la liste des sites touristiques du Burkina et que il n'y a pas de l'accompagnement
pour ces périodes difficiles, là, on se demande, mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que le site disparaisse et puis après, on enlève de la liste. Et puis voilà, l'ONTB aussi a interpellé le ministère de la Culture, bien sûr. Donc, c'est vraiment de revoir comment on peut aider ces crocodiles sacrés de Bazoulé. Nous, on se rappelle qu'en début donc, du lancement de la rubrique à la découverte de qui va un peu à la découverte de ce site-là, nous avons fait un tour au niveau de Bazoulé pour découvrir ces sites. En son temps, ça allait quand même, ça allait. Et puis, on a pu rencontrer des guides, des visiteurs. Mais quand je revois ces images et que je compare aux images que nous avons diffusées pratiquement en 2020, il y a une grande différence. Il y a une grande différence. Et on voit pratiquement pas de l'eau ici, hein, parce que c'est vraiment petit l'eau. Et le problème, c'est que quand tu vois les crocodiles couchés dans l'eau, tu sais que c'est la mare est ensablée. C'est plus profond, en fait. C'est bien cela. Donc, c'est vraiment... ce n'est plus profond. C'est vrai que quand on voit comme ça, on a l'impresement qu'il y a toujours de l'eau, mais en fait, ce n'est pas profond. Tu vois, tu les vois coucher et puis tu vois leur dos. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas profond. Et malheureusement, et regarde cette image, par exemple, ça veut dire que c'est tellement sec un peu aux abords, là. Et alors que les crocodiles, eux, ils ont besoin d'eau. Bon, on espère que il faut que quelque chose soit fait. Sinon, bientôt, peut-être, ce complexe touristique qui fait la fierté du tourisme burkinabé pourrait devenir un vieux souvenir et ce ne serait pas bien. Ce serait, j'allais dire, une catastrophe si cela venait à se produire. Donc, d'où la nécessité de faire en sorte que il y ait des actions rapidement pour peut-être sauver ces crocodiles. Le guide a bien fait d'avoir parlé de ce que faisait le défunt Oumarou Kanazoué, qui envoyait des citernes d'eau en ces périodes sèches pour y déverser afin donc d'éviter l'étarissement de cette mare. Voilà. On espère qu'il y aura aussi des bonnes volontés qui le feront ou que le ministère en charge du tourisme le fera. Peut-être aussi le ministère en charge de l'environnement le fera. Donc, on espère que... voilà. On aura des bonnes nouvelles d'ici là. Bien sûr. Voilà. Merci à toi, Kambou, pour ces analyses. Merci et très bonne suite. Merci. En tout cas, sur Ouagadougou, nous avons bénéficié donc d'une pluie au cours de la nuit. Pour ce qui concerne les quartiers, donc en tout cas Sissé, Kouretenga, Paglayiri, Bonheurville. Et puis voilà, nous espérons aussi qu'il fait beau temps dans d'autres localités aussi, comme ces quelques villes d'affaires. Et on espère aussi que les crocodiles de Bazoulé ont reçu aussi cette pluie. Oui, parce que ce n'est pas toujours évident, il peut pleuvoir à Ouagadougou sans pleuvoir à Bazoulé. Bien que Bazoulé ne soit pas trop loin de Ouagadougou, puisque c'est dans la commune de Tanguenda-Souri, donc dans les Kadiogo, région du centre. Nous poursuivons avec l'émission du jour et comme annoncé, notre invité est bien installé sur ce plateau. Courte pause et on revient pour la suite. Professeur Fatou Traoré, épouse Barou, est notre invitée du jour. Rappelons qu'elle est spécialiste en dermatologie, vénéréologie et enseignante à l'université Joseph Kizerbo. Elle est par ailleurs membre de l'amicale des femmes du CHU de Tengango. Bonjour à vous, professeur, et bienvenue. Bonjour, madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, professeur Traoré, vous êtes spécialiste en dermatologie, vénérologie. Déjà, pour commencer, dites-nous, qu'est-ce que la dermatologie? Tout d'abord, je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez de venir sur ce plateau à l'occasion du 8 mars. Et la dermatologie, c'est une spécialité de la médecine qui étudie de façon générale la peau, les muqueuses, les cheveux, les poils, les ongles. Et spécialement, la dermatologie détecte, traite et prévient les maladies liées à ces différentes parties. D'accord. Donc, ce n'est pas seulement la peau, il y a les cheveux et les ongles. Il y a les cheveux et les ongles. Les cheveux, les poils, les ongles. Et là, vous êtes spécialisé en dermatologie, vénérologie. De quoi s'occupe cette branche? On dit dermatologie, vénérologie. Vénérologie, voilà. Ok. Ou vénéréologie, c'est la même chose. Voilà. Donc, la dermatologie, vénérologie, comme je viens de le dire, la dermatologie
elle s'occupe de la partie de la peau, des muqueuses, des poils, des cheveux, des ongles. Et la vénérologie maintenant étudie les infections sexuellement transmissibles, c'est-à-dire les infections qui sont transmises lors des rapports sexuels non protégés, et quel que soit le type de rapport sexuel. Bon. Parce que là, on parle de dermatologie qui s'intéresse à la peau. Et là, pour la spécialité donc, de la dermatologie, vénérologie, vous parlez de sexualité. On ne comprend pas bien. Oui, c'est comme ça parce que il y a beaucoup de maladies sexuellement transmissibles qui se manifestent au niveau de la peau, au niveau de la peau et des muqueuses. C'est pourquoi on a associé cette spécialité à la dermatologie. Alors, professeur, comment on devient dermatologue? Pour devenir dermatologue, il faut d'abord faire des études de médecine, devenir docteur en médecine, et ensuite faire la spécialisation en dermatologie, vénérologie. Et cette spécialisation dure 4 ans. 4 ans au bout desquels l'impétrant va présenter un mémoire. Et c'est à l'issue de ce mémoire maintenant qu'on peut déclarer la personne dermatologue, vénérologue. Vénérologue. Voilà. Maintenant, on va s'intéresser justement à la dermatologie en général. Comment, généralement, on peut éviter les problèmes liés à la peau? Pour éviter les problèmes liés à la peau, bon, il faut d'abord s'occuper de l'hygiène. De l'hygiène. Voilà. Tenir compte de l'hygiène parce qu'il y a beaucoup de problèmes de la peau qui sont liés au manque d'hygiène. L'hygiène corporelle, vous voulez dire? L'hygiène corporelle. L'hygiène corporelle. Mais ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont une dermatose sont des gens qui sont sales, non. Il faut faire la nuance. D'accord. Voilà. Donc, il faut prendre soin de son corps, donc l'hygiène de façon générale. Et puis également, il faut éviter de s'exposer au maximum possible au soleil. Ensuite, il faut quand même faut bien manger. Quand on dit bien manger, il faut manger des aliments qui contiennent des vitamines, qui contiennent des sels minéraux, et parce qu'il y a certaines vitamines qui peuvent rendre la peau assez belle, qui nourrissent la peau. Ah oui. Et maintenant, il faut aussi ne pas appliquer n'importe quel produit sur le corps, que ce soit les savons, que ce soit les pommades. Il faut éviter d'appliquer n'importe quel produit sur le corps, parce que c'est ça qui est souvent à l'origine de beaucoup de problèmes. Vous avez bien fait de parler d'aliments et il y a une question qui me vient à l'esprit. Qu'est-ce qu'on doit manger pour avoir, par exemple, une belle peau? Il faut manger des aliments qui contiennent, par exemple, de la vitamine A, tels que les carottes. D'accord. Des aliments qui contiennent de la vitamine E. Bon, ça on peut. De façon générale, les légumes et les fruits contiennent les nutriments nécessaires pour la peau. D'accord. Alors, professeur, moi, je me rappelle quand j'étais enceinte, des idées reçues. Il y a des gens qui me disaient, quand tu consommes beaucoup de carottes, ça veut dire que tu vas mettre au monde un enfant qui a une belle peau, qui sera claire et tout. Donc, ça veut dire que c'est vrai? Bon, c'est vrai que si vous mangez quand même beaucoup de pas trop, parce que trop de vitamine A aussi peut créer des problèmes à l'intéressé ou à l'enfant. Okay. Donc, il faut manger juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut. Alors, professeur, quels sont les risques qu'encourent ces personnes qui se dépigmentent la peau? Parce qu'on parle de maladie de peau, on parle de dermatologie. Maintenant, pour ces personnes qui décident de se dépigmenter la peau, quels sont les risques qu'elles encourent? Les personnes qui se dépigmentent courent beaucoup de risques. C'est vrai que nous ne sommes pas là pour les effets secondaires de la dépigmentation, mais je vais donner quelques-uns. Oui. Voilà. Bon. Et tout d'abord, quand quelqu'un se dépigmente, bon, la peau devient vilaine. Bon, peut-être que les gens, mais nous les dermatologues, quand nous regardons, on sent que la peau n'est plus jolie, la peau n'est plus belle. Ça, c'est de un. Deuxièmement, bon, généralement,
que ce soit en général, c'est les femmes. Parce qu'il y a des hommes qui font aussi la dépigmentation. Oui. Donc, très souvent, ce n'est pas bien fait. Donc, il y a des zones qui sont blanches, il y a des zones qui sont noires. Donc, ça devient genre peau de léopard qui est vilain. Voilà. Et même si c'est fait assez bien, parfois, il y a des zones. Et là, ça dépend des produits utilisés. Il y a des produits qu'on utilise, ça laisse des taches qui sont bleuâtres, noires bleuâtres, et qui sont difficiles à soigner. Surtout, par exemple, avec l'hydroquinone. Bon, je ne vais pas rentrer dans les termes médicaux. Voilà, qui sont compliqués. Mais professeur, oui, allez-y. Mais ce n'est pas tout. Parce que la peau devient fragile. La peau est amincie, elle devient fragile. Donc, sujette à beaucoup de maladies, surtout infectieuses. Et également, il ne faut pas oublier, la personne vieillit vite. Ça accélère le vieillissement de la peau. Et également, bien sûr, tôt ou tard, ce qu'on craint, le cancer de la peau. Il y en a déjà beaucoup au Sénégal. Et nous aussi, nous envoyons quelques-uns au Burkina. Est-ce que justement, il vous arrive de recevoir des dames en consultation, en dermatologie, qui viennent parce qu'elles ont eu des complications après s'être dépigmenté la peau? Bien sûr. Nous en recevons beaucoup. Bon. Alors, on se demande maintenant à quel moment intervient le dermatologue au cours des maladies de la peau. Est-ce que c'est avant ou pendant la détection de la maladie? Le dermatologue intervient à tout moment. Il doit intervenir avant même que la maladie apparaisse. C'est notre objectif. Donc, avant la maladie. Avant la maladie. Ça veut dire que les gens doivent passer régulièrement consulter un dermatologue pour qu'on les examine et commencer à dépister les petites choses qui peuvent leur créer des problèmes plus tard. Donc déjà, le dermatologue intervient avant. Et pendant la maladie maintenant, le dermatologue va détecter la maladie, c'est-à-dire diagnostiquer, le dermatologue va traiter et quand c'est guéri, le dermatologue va donner des conseils pour prévenir. Donc, avant, pendant et après. Et après. Voilà. Est-ce que le dermatologue intervient toujours quand il y a cancer de peau? Quand il y a le cancer qui est là? Bien sûr. Parce que nous sommes au premier plan. Parce que quand la personne a cette maladie-là, elle va s'adresser au dermatologue qui va dépister, qui va chercher à savoir quel type de cancer il s'agit et qui va essayer aussi de voir si ce cancer-là est limité ou bien si ça a déjà atteint d'autres organes. Et maintenant, bon, après, on peut maintenant l'adresser à un chirurgien, par exemple. D'accord. Sinon, nous aussi, il y a des dermatologues chirurgiens. Si ce n'est pas encore allé loin, si ça n'a pas atteint d'autres organes, et le dermatologue lui-même peut faire la chirurgie, peut enlever la lésion. Mais si ça a dépassé le stade local, là, nous envoyons au chirurgien qui s'occupe de ça. Est-ce qu'au Burkina Faso, les gens ont l'habitude d'aller vers des dermatologues, peut-être même avant de détecter, d'aller consulter des dermatologues pour peut-être vérifier si tout va bien au niveau de leur peau? Est-ce que les Burkinabés ont cette culture-là? Vraiment, bon, c'est dommage, mais le Burkinabé n'a pas cette habitude. Si la personne n'a rien, c'est rare que la personne vienne pour vraiment un examen de routine pour dire je viens pour un examen normal. C'est très rare. C'est très rare. Très rare. Alors, on va s'intéresser particulièrement donc aux personnes albinos. Parce que ces personnes albinos-là ont plus de maladies de peau, souffrent plus de ces maladies ou même ont la peau fragile. À écouter souvent leurs témoignages. Comment vous accompagnez ces albinos? Ok. Bon, tout d'abord, ces albinos, en général, ils ont des associations. Oui. Et les dermatologues travaillent en général avec ces associations. Bon, et parfois, les dermatologues vont faire des consultations foraines au sein de ces associations. Et aussi, nous les conseillons de venir, même en dehors de ces consultations foraines-là, de venir régulièrement voir un dermatologue pour que nous puissions les examiner et dépister très tôt les lésions qui peuvent leur créer des problèmes.
et nous leur donnons des conseils aussi. Des conseils, par exemple, il faut qu'ils se préviennent, ils se protègent du soleil. Parce que le soleil n'est pas bien pour eux. Est-ce qu'à la base, professeur, si une femme met au monde un enfant, vraiment déjà bébé, et qu'on se rend compte que c'est une personne albinos, est-ce qu'à la base, on peut consulter un dermatologue pour peut-être essayer de suivre l'enfant, pour surtout le prévenir des maladies de la peau, dès la base? Bien sûr, c'est ce que nous souhaitons même. Que des bébés, un bébé là, que nous puissions le suivre jusqu'à son âge adulte, jusqu'à même après. Jusqu'à ce qu'ils vieillissent. Ok. Voilà. Donc c'est mieux. Ça mieux permet d'éviter beaucoup de choses. Oui. Alors, on sait qu'il y a souvent des personnes aussi qu'on peut considérer comme des faux dermatologues qui conseillent mal souvent les femmes ou les personnes, car on se retrouve avec des personnes qui ont juste des boutiques donc, de cosmétiques ou donc des marques de savon, des gammes de produits de beauté et tout. Ils se disent pouvoir conseiller en dermatologie. Vous rencontrez aussi ces cas-là au Burkina, par exemple. Alors, dites-nous quels conseils vous pouvez donner à ces femmes. Le fait d'aller voir juste une personne qui se dit « Je peux regarder votre peau, vous conseiller ceci ou cela ». Moi, je dirais que ces personnes-là, on ne peut même pas dire que c'est des faux dermatologues. C'est des commerçants. Ce ne sont pas des dermatologues. Non, ce ne sont pas des dermatologues, c'est des commerçants. Et nous conseillons aux femmes-là vraiment de s'adresser plutôt aux spécialistes qui peut leur donner de meilleurs conseils. Et même quand ces personnes achètent ces produits, elles n'ont qu'à voir d'abord un dermatologue pour présenter le produit. Et le dermatologue, en voyant la composition du produit, peut savoir si elle peut l'utiliser ou pas, si c'est dangereux pour sa peau ou pas. Mais bon, quand elles prennent directement appliqué, elles-mêmes ne savent pas vraiment si c'est bien ou pas. C'est ça. Voilà. Mais professeur, à la base, quand on vient vous consulter en dermatologie, après, si vous prescrivez soit des gammes de produits, faites des références peut-être à des boutiques ou pharmacies où on peut retrouver ces produits. Comment ça se passe justement après si vous conseillez des gammes de produits aux personnes? Non, nous, bon, en tant que médecins, nous prescrivons et nous... En général, dans les pharmacies, on trouve ces produits en général. Okay. Donc, la personne va les chercher dans la pharmacie qu'elle veut parce qu'on n'a pas à indexer une pharmacie. D'accord. Voilà. On n'a pas à indexer un endroit où justement il faut aller. Ok. Est-ce que justement les consultations des dermatologues ne coûtent pas cher? Bon, je pense que on peut dire que c'est pas trop cher. C'est pas trop cher. C'est pas trop cher. Pour une consultation d'un dermatologue, il faut payer combien par séance? Bon, pour la consultation en général, bon, dans nos hôpitaux publics, vous, par exemple, vous êtes au CHU de Tengandogo? Bon, au CHU de Tengandogo, la consultation est à 5 000 francs. 5 000 francs. Ça, c'est pour le public? Non, pour tout le monde. Pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Toute personne qui vient pour un problème de dermato à Tengadogo, la consultation, c'est 5 000 francs. Voilà. Maintenant, vous avez pas 5 000 francs et c'est valable pour 2 semaines. C'est pas... donc, c'est valable pour 2 semaines, pour 15 jours, oui. Ok. Donc, là, ça veut dire qu'on précise, on a encore le temps de revoir le patient et pour donner d'autres conseils encore. Parce que vous avez parlé de la consultation dans le public et dans le privé. Ça veut dire que dans le privé, ça coûtera plus cher? Bon. Dans des cliniques, ça coûtera plus cher. Bon, c'est normal que ça coûte plus cher parce que c'est une clinique. C'est une clinique privée, c'est normal. Donc, alors, ce qui nous revient aussi, c'est que le Burkina Faso compte peu de dermatologues. Si je me réfère justement aux chiffres de 2019, on parlait de 27 dermatologues seulement pour les près de 20 millions du moins d'habitants à l'époque, donc pour le Burkina Faso. Qu'est-ce qui explique ce faible nombre de dermatologues? Bon, actuellement, ce nombre a quand même augmenté. Augmenté. Voilà. Nous sommes, si j'ai bonne mémoire, nous sommes à 35. 35 pour quand même presque 22 millions maintenant. Pour tout le Burkina. C'est vrai que ce n'est pas beaucoup. Voilà, c'est pas beaucoup. Et, bon, c'est dû au fait que, bon, d'abord, les étudiants
ne s'intéressent pas beaucoup à la spécialisation en dermatologie parce que souvent ils disent que c'est une spécialité qui est difficile. Bon. Et deuxièmement, il y a le problème de moyens aussi. Il y en a qui souhaiteraient faire la spécialisation mais qui n'ont pas les moyens. Donc, les moyens pour les études, vous voulez dire? Oui, les moyens pour les études parce que bon, la spécialisation c'est payant. C'est payant. Voilà. Donc l'État aide, mais l'État ne peut pas tout faire. Donc il y a parfois certaines personnes, certains étudiants qui viennent s'inscrire à leurs propres frais. Voilà. Il faut rappeler que vous êtes enseignante à l'université Joseph Kizerbo, bien sûr en dermatologie, vénérologie. Alors, vénérologie du moins, est-ce que de nos jours quand même vous sentez de l'engouement aussi des étudiants qui s'intéressent plus à cette branche, ou bien vous vous retrouvez par exemple avec combien d'étudiants à enseigner? Ils sont peu? Parce que nous enseignons d'abord dans les études médicales. D'accord. Bon, la consultation, la formation médicale même, il y a la dermatologie qu'on étudie là-bas, donc nous enseignons là-bas. Et maintenant, la spécialisation. Voilà, nous formons nos spécialistes maintenant aussi au Burkina Faso. Et au niveau des spécialistes, il y a peu ou ça va? Ceux qui viennent faire la formation, bon, qui se spécialisent. Nous trouvons ceux qui se spécialisent, nous trouvons que c'est peu. C'est toujours peu. Nous trouvons que c'est peu. Alors, maintenant, on va s'intéresser donc à l'amicale des femmes du Sud de Tengango. On se rappelle qu'à cette émission, nous les avons reçues notamment les 2 et 3 mars dernier pour parler des activités commémoratives de la Journée internationale de la femme. Donc, des activités organisées par l'amicale des femmes du Sud de Tengango. Il s'agissait notamment des journées portes ouvertes, donc au niveau de l'hôpital de Tengango. Alors, vous avez organisé ces journées qui s'est terminée pratiquement le 7 mars ou 8 mars. Comment ça s'est passé? Parce qu'il faut rappeler que vous êtes membre de l'amicale. C'est vrai, je suis membre de l'amicale et ces journées vraiment se sont très bien passées. Parce que nous avons fait des dépistages du VIH-Sida, du diabète, de l'hypertension artérielle. Bon, nous avons fait une journée récréative pour les enfants et nous avons également fait des séances de vaccination pour accompagner le ministère de la Santé dans sa lutte contre la COVID-19. Bon. Et nous avons fait également une collecte de dons de sang pour soutenir les forces de défense et de sécurité. Voilà. D'accord, donc autant d'activités. Voilà. Et aujourd'hui, quelles sont les perspectives de l'amicale des femmes du CHU de Tengango? Aujourd'hui, nous souhaitons vraiment la promotion de la femme. Nous souhaitons que les femmes aillent loin à l'école et vraiment qu'elles puissent aller loin aussi dans leurs entreprises et que ces femmes-là puissent un jour participer quand même dans les décisions au haut niveau de l'État. Bon, c'est vraiment que la femme aille de l'avant, qu'elle aille loin. Parce que souvent les femmes se contentent de rester en bas, mais notre objectif là, c'est les pousser à aller loin et à pouvoir participer dans la sphère de décision même de l'État. Voilà. Et nous souhaitons également qu'elles puissent vraiment qu'elles prennent conscience et qu'elles puissent être indépendantes financièrement et pour pouvoir aider leur famille également. Parce que c'est ça souvent le problème des femmes. Merci bien. Nous avons épuisé notre temps donc, pour cet entretien. Professeur, merci à vous d'être passé. On vous permet un mot de fin si vous souhaitez ajouter quelque chose. Merci. Bon, un mot à l'endroit vraiment des femmes qui se dépigmentent parce que c'est un problème de santé publique actuellement dans notre pays. Et je souhaiterais que les femmes puissent arrêter ça, qu'elles gardent leur peau naturelle et elles peuvent venir consulter les dermatologues qui peuvent leur donner des produits pour embellir leur peau. Okay. Parce que la peau à laquelle on est, c'est la meilleure.
Si elles veulent embellir, elles peuvent venir, nous pouvons leur donner des conseils et pour qu'elles puissent avoir une belle peau. D'accord. Mais vraiment, arrêter la dépigmentation qui va leur créer beaucoup de problèmes. Voilà. Merci à vous, professeur. Alors, et je rappelle que dans l'entretien du jour, nous recevions professeur Fatou Traoré, épouse Barreau. Elle est spécialiste en dermatologie, vénérologie et enseignante à l'université Joseph Kizerbo, membre de l'amicale des femmes du CHU de Tengandougou. C'est ici qu'on s'arrête l'entretien du jour. Et vous connaissez maintenant le nouveau rendez-vous, c'est le rendez-vous de chaque jeudi avec la BCLCC. Il s'agit notamment de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Oui, on vous conseille chaque jeudi donc concernant la cybercriminalité à éviter surtout d'être escroqué au niveau donc des réseaux sociaux, au niveau à travers le numérique. Donc aujourd'hui, nous parlons de l'anarque liée aux offres du marché. Vous allez savoir de quoi il s'agit tout à l'heure. Et nous recevons aujourd'hui l'adjudant de gendarmerie, Taïrou Kwanda. Bonjour à vous, Monsieur Kwanda. Bonjour, Madame Nkiema. Bienvenue. Merci encore de nous permettre de venir pour parler de cybercriminalité ce matin. C'est ça. C'est intéressant et puis surtout, c'est utile pour la population. Alors aujourd'hui, il faut rappeler que vous êtes du service de la collaboration policière de la BCLCC. Je vous le disais, la BCLCC, c'est la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Aujourd'hui, on parle de l'anarque liée aux offres de marché. C'est ça. Tout de suite, on veut savoir qu'est-ce qu'on appelle, qu'est-ce qu'il faut comprendre par anarque liée aux offres de marché. Merci bien, Madame Nikiama. L'arnaque liée aux offres de marché, c'est lorsque un cybercriminel utilise des documents falsifiés pour anarquer sa victime, soit en octroyant un marché ou en achetant ses marchandises. D'accord. En achetant des marchandises ou en octroyant des marchés. Oui. On parle de quel type de marché? Ok. Ici. Là, les marchés, ce qu'il faut comprendre ici, c'est... pour ne pas devoir déjà rentrer dans le mode d'emploi, vous voyez, il y a des marchands grossistes qui vendent peut-être des punais, d'autres, c'est en tout cas d'autres marchandises grossistes. D'accord. Alors, pour ces marchandises, là, je vais rentrer carrément. Ok, donc expliquez-nous voilà, très souvent. Comment justement ils procèdent? Ils procèdent, oui. Ok. Concernant les choses, comment dire, les modes opératoires. Oui. Le cybercriminel, il prend le temps d'identifier, de localiser sa victime, qui est une restauratrice de la place. Et il l'appelle téléphoniquement. Il appelle téléphoniquement pour se présenter comme étant le directeur d'une structure ou bien le coordinateur d'une ONG. Oui. Qui a un séminaire de formation qui peut prendre 2 semaines. 2 semaines de formation pour un séminaire qui prend en compte 200 à 300 personnes pour cette restauration. Alors, si on fait rapidement les calculs, on se rend compte que ça tourne autour de 20 à 30 millions de francs CFA que la bonne dame doit rentrer en possession. Parce que le cybercriminel sait que vous êtes dans la restauration. Dans la restauration. Et vous êtes, par exemple, dans le service traiteur. Vous faites ce genre d'activités. Merci. Donc, il vous contacte. Donc, c'est ça. Okay. Il prend le temps de vous localiser et de vous identifier avant de procéder. Alors, quand il vous contacte téléphoniquement, il vous fait savoir l'offre. Et comme c'est beaucoup d'argent, vous êtes vraiment épaté et vous engagez. Alors, ensuite, il vous dit tout simplement, comme c'est beaucoup d'argent, il faut forcément un contrat d'assurance pour vous mettre à l'abri et mettre sa structure aussi à l'abri. Il vous conseille de prendre attache avec un agent des services d'assurance, voilà, et qui est en quelque sorte son complice. Parce qu'il ne vous laisse pas aller trouver votre assureur. Il ne vous laisse pas aller trouver votre assureur. C'est comme s'il était en train de vous faciliter la tâche pour que vous gagnez rapidement les documents. Ok. Alors, donc, il vous conseille de prendre une assurance d'1 mois qui peut s'élever entre 100 000 francs ou même plus. Donc, quelques jours après, il vous dit, bon, madame,
Le cybercriminel vous dit, madame, bon, l'assurance d'un mois, le premier responsable de la structure dit que ça ne couvre pas l'activité. Il faut une assurance de 3 à 6 mois qui peut s'élever entre 300 000 et 600 000 francs. La bonne dame est toujours épatée parce que pour débourser 300 000 ou bien 600 000 francs pour gagner une somme de 20 à 30 millions, ce n'est toujours pas un problème. Bien sûr. Voilà. Donc après ça encore, il revient à la charge. Ce même cyber-escroc revient à la charge et dit, bon, étant donné que moi je suis le coordinateur ou bien le DAF, je dois prendre 10% du revenu. Toujours. Toujours. Voilà. Et disons-nous que la communication avec l'agent des assurances, l'agent de l'assurance, ça se passe sur WhatsApp et les transferts se font sur le compte électronique. Okay. C'est-à-dire que la bonne dame ne rentre pas en contact physique avec l'agent d'assurance. Même le coordinateur, il ne rentre pas en contact physique. C'est sur WhatsApp et téléphoniquement qu'il se communique. C'est une entreprise ou ONG qui est située où et puis on ne peut pas se voir pour en parler. Bon, d'accord, je vous laisse poursuivre. Généralement, comme quand on parle de 20 millions, 30 millions, les dames qui sont dans les affaires, elles sont automatiquement ébahies. Donc l'offre est alléchante, donc ça fait que elles prennent plus le temps de vérifier encore quoi que ce soit. Alors, ils réclament ces 10% et ils vous présentent même un chèque de Coris ou bien d'Ecobank, d'une banque de la place, qu'il a déjà rempli en bonne et due forme pour la somme de 20 ou bien 26 millions, 30 millions en allant. Et il dit, bon, vous, mes 10%, vous devez les reverser dans mon compte électronique avant que je ne fasse valider le compte. Et je vous appelle pour vous remettre votre chéquier. Alors, la bonne dame, pour 20 millions, si elle doit débourser 10%, elle part prendre automatiquement les 2 millions ou 23 millions, elle fait un virement dans le compte électronique du cybercriminel. Quelques jours après, la bonne dame, elle attend. Elle attend le démarrage de l'activité en tant que telle. Elle commence. Elle appelle le cybercriminel qui s'était présenté comme le coordinateur ou bien le DAF. Le numéro ne passe pas. Elle dit, bon, je fais comment? Je vais appeler l'agent des réseaux d'assurance ici pour voir c'est comment. Elle appelle là-bas, le numéro ne passe plus. C'est en ce moment, la bonne dame se rend compte qu'elle réalise qu'elle se fait arnaquer par un groupuscule de personnes. Ah oui. C'est vraiment organisé tout ça. Ça, on n'a plus le cas de la restauration. Est-ce qu'il y a d'autres exemples aussi qui viennent à votre niveau? Oui, il y a d'autres exemples parlant de l'achat des marchandises. Alors, je prends l'exemple d'un commerçant grossiste qui vend des punais. Alors, il s'est fait contacter par une tierce personne disant que lui, il est à Poutenga. Il a l'habitude de venir dans sa boutique payer des punais. Alors, il a un véhicule qui va démarrer de Poutenga pour Ouagadougou pour prendre des punais et il veut une centaine de punais. Alors, comment il peut faire pour lui? Donc, il s'entend très bien sur le prix. La somme peut s'élever à 2 millions et quelques. Il dit, OK, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez une banque pour que je puisse faire un dépôt? Tout commerçant a une banque de la place. Voilà. Donc, il donne son numéro bancaire. Alors, il s'assoit dans sa cellule, bon, dans sa maisonnette. Il falsifie un document de dépôt d'argent de cette somme-là. Donc, il y a l'achat des punais qui est là. Il dit, bon, comme le chauffeur va démarrer, ce sont des gens, ils ne sont pas discrets. Je vais ajouter l'argent de son transport et de son carburant dans le dépôt d'argent au niveau de la banque. Arrivé, quand vous allez faire le retrait, vous allez lui remettre le restant d'argent. Il peut ajouter 700 000, 800 000 francs pour son chauffeur. Il dit que quand vous allez retirer, vous lui remettez cette somme-là, il va mettre le carburant et puis faire les frais de route pour venir. Donc, il s'arrange pour déposer l'argent, pour en tout cas vous envoyer le papier, le faux papier, le document falsifié vers les 16h30, 17h, pour dire qu'il n'a pas pu rentrer en banque très tôt. Alors,
Et là, vous n'avez pas vous ne pouvez plus aller vérifier parce que les banques sont fermées. Merci, vous ne pouvez plus aller vérifier, les banques sont fermées. Et il dit, bon, le chauffeur, il est presque arrivé. Je vais vous demander de trouver le reliquat que vous devez remettre au chauffeur pour qu'il puisse mettre le carburant. Il va mettre le carburant et puis venir vers vous pour prendre les marchandises. Alors, le commerçant, il a le bordereau d'envoi qui prouve qu'on lui a déposé sa somme, le prix d'achat de ses pneus, par exemple, plus ce qu'il devait enlever, remettre au chauffeur pour le transport. Donc, en voyant ça, il ne prend pas le soin. Il ne prend pas le soin de vérifier même l'authenticité du document. Et il ordonne à ses secrétaires de faire le dépôt. Il donne un numéro, il ordonne à sa secrétaire de faire un dépôt sur le compte électronique du chauffeur. 700 000 francs, on dépose sur son compte. Le chauffeur prend bon, si vous remarquez, ils sont organisés, comme ce sont des cybercriminels, ils sont bien organisés. Il prend son argent, il disparaît dans la nature. Mais là, en fait, finalement, il ne vient pas charger les pneus? Ils ne viennent pas charger les pneus. C'était juste pour pouvoir avoir le reliquat, tout simplement. Ils ne viennent pas charger les pneus. Alors, le lendemain, quand vous levez avec le faux document falsifié, vous arrivez en banque, je vais avec le gestionnaire revient, le banquier, vous dites que est-ce que je n'ai pas eu des entrées d'argent hier soir? On consulte la somme. Pourtant, j'ai un bordereau qu'on m'a envoyé me notifiant que on m'a déposé de l'argent. Quand on prend le papier, on se rend compte que c'est un papier vraiment falsifié. Wow. Vraiment très falsifié. Donc, il ne répond même pas aux normes d'un bordereau de dépôt d'argent d'une banque. En réalité, vous n'avez rien reçu dans votre compte et vous avez donné de l'argent à quelqu'un gratuitement. Merci. Mais décidément, c'est cyber-escroc, l'arnaque liée aux offres du marché. On a pris l'exemple de la restauration, l'exemple des produits donc en gros, par exemple l'exemple des pneus. Oui. Bon, on suppose qu'il y a beaucoup d'autres exemples qu'on ne pourra pas citer forcément ici, qui viennent à votre niveau. Et en moyenne, vous recevez aussi beaucoup de plaintes liées à ce type d'arnaque? Oui, nous recevons en moyenne, le trimestre, ça peut avoisiner 30 et plus. En 3 mois? En 3 mois, 30 cas d'arnaque liées aux offres de marché. Et même plus. Et même plus. C'est-à-dire que c'est important d'informer, de sensibiliser. Merci. Et surtout de conseiller. Alors, Monsieur Kwanda, quels sont les conseils justement que vous pouvez donner aux téléspectateurs et surtout aux commerçants, aux businessmen, aux femmes qui sont dans cet univers? Alors, il faut s'assurer de la crédibilité même des offres proposées par ces structures-là. Il faut aller à l'information. Si on vous propose des offres de marché, il faut aller au contact physique même. Au niveau de la structure, demander à voir les responsables, ceux qui s'occupent de ces offres d'emploi, pour voir si effectivement l'offre d'emploi a été lancée. D'accord. Voilà. Il faut s'en méfier quand l'offre devient vraiment très alléchante. Parce que les bonnes dames, quand on les parle de 20 millions, 30 millions, automatiquement, elles sont vraiment excitées. Elles sont, comme quoi il faut faire attention. Il faut faire attention. Voilà. Ce qu'il faut encore ajouter, c'est au niveau de ces structures-là. Je prends l'exemple de la Croix-Rouge, qui est son nom. Le nom de la Croix-Rouge, c'est permanemment cité dans ces cyber, puisque des fois ils disent que c'est la Croix-Rouge qui a organisé le séminaire pour sensibiliser des déplacés internes. Il arrive des fois aussi que ce soit Coris Bank, il y a Ecobank, il y a les boulangeries, les pâtisseries, toutes ces structures-là sont citées. Il y a la Générale des assurances. Il faut que ces personnes-là viennent vers la brigade quand leurs noms sont cités pour ne pas déposer une plainte, pour que nous puissions diligenter une enquête, pour que leurs noms ne soient pas vraiment salés. C'est ça. C'est ça. Et honnêtement, quand vous avez un marché comme ça, vraiment, c'est comme M. Kwanda a dit, allez-y, déplacez-vous, c'est quand même des millions, allez-y rencontrer, allez-y au siège de l'institution, et puis voilà, rencontrer le DAF physiquement, je pense que ça protège plus. Et faites un contrat, pourquoi pas. C'est ça, même un contrat, c'est ça. On va terminer par les contacts de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, la situation géographique pour commencer, et les contacts. Ok, la situation géographique, nous sommes
en face du stade municipal, le stade Joseph Konombo, en face de la porte 11, qui abrite l'immeuble Comporé Abdul Aziz. D'accord. Voilà. Pour les numéros, nous avons un fixe, le 25 39 58 42. Oui. Nous avons également un mail, là où on peut recevoir des plaintes en ligne pour ceux qui sont hors de Ouara ou bien qui sont hors du Burkina, qui sont victimes de cybercriminalité. Ils peuvent déposer leurs plaintes en ligne et nous allons transférer à la division des enquêtes pour un traitement vraiment bien diligenté. D'accord. Et c'est affiché d'ailleurs à l'antenne. Nous avons également notre page Facebook. Oui. Voilà. @bclcc.gov.bf. Cette page, je demande à tout un chacun de visiter la page pour avoir les différents modes opératoires des infractions que nous enregistrons au niveau de la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Oui. Le 25 février, nous avons fait un article sur les arnaques liées aux offres de marché qui se trouve sur la page Facebook. Voilà. Article que j'ai lu d'ailleurs. Merci bien. Merci bien. Merci à vous d'être passé. Merci et puis bien. c'est tellement toujours intéressant donc d'échanger avec vous et surtout de conseiller les téléspectateurs concernant ces cyber-anarques et cyber-escrocs. Je rappelle que nous recevions l'adjudant de gendarmerie Taïro Kwanda. Il est du service de la collaboration policière de la BCLCC, la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Ce sont nos partenaires donc de tous les jeudis dorénavant parce qu'ils viennent tous les jeudis pour sensibiliser les téléspectateurs concernant la cybercriminalité. C'est ici qu'on s'arrête avec l'entretien donc de messieurs Kwanda. Pour la suite, nous raccompagnons notre invité avec ceci, le temps de retrouver d'autres. Allô? Puisque Savane TV a lancé une nouvelle émission. Il s'agit notamment de l'émission Cadeau du jour qui se passera du lundi au vendredi. Et vous allez avoir donc la première émission le vendredi prochain. Vous avez eu justement l'émission de lancement donc lundi dernier. Mais la grande première, c'est vraiment pour ce vendredi à partir de 11h. C'est une émission qui va vous permettre de gagner des cadeaux. Une émission animée par Bintou Kindo et puis bien sûr Honoré Onadja. Une émission qui reçoit un partenaire chaque jour qui offre des cadeaux justement donc aux téléspectateurs et vous avez la possibilité d'appeler pour justement donc recevoir ces cadeaux. Et nous avons en ligne donc le directeur marketing et commercial de Savane Media. Il s'agit notamment de monsieur Emmanuel Abissi. Il est au téléphone donc nous allons discuter avec lui concernant l'émission. Bonjour, est-ce que vous me recevez? Bonjour, monsieur Abissi. Allô? Allô, vous me recevez? Bonjour, Abdata. Comment vous allez? Je vous reçois. D'accord. Alors, parlez-nous de cadeau du jour. Allô? Parlez-nous de cadeau du jour, l'émission, la nouvelle émission de Savane TV. Cadeau du jour, je suis actuellement avec notre premier partenaire qui va passer demain pour avoir la première quand même de l'émission. Donc c'est un partenaire surprise qui c'est demain que vous allez découvrir à travers le cadeau et sa présence sur le plateau à la fin de l'émission. Alors l'émission cadeau du jour demain à 11h, commencer sur notre thème. Et je vous avoue que le premier lot pour commencer, c'est quand même d'une valeur importante. Donc, j'invite tous les téléspectateurs à se connecter. Et on a la possibilité d'appeler à quel numéro? Alors, c'est le 3169. Ok. Le 3169, c'est le numéro pour faciliter les appels. D'accord. Et merci à vous. Je voudrais préciser que pour appeler ce numéro... Allô? Allô? Oui, on vous entend. Pour appeler ce numéro, il faut utiliser deux réseaux, c'est Télécel et Telmove. D'accord. Alors, rendez-vous demain? Voilà, soit vous appelez pas avec Télécel, soit vous appelez avec Telmove. D'accord. Rendez-vous demain à 11h. 11h. Merci bien.
Alors, c'était Emmanuel Abissi au téléphone, directeur marketing et commercial de Savane Media, pour nous parler de la bonne nouvelle de Savane TV, puisque Savane TV a lancé une nouvelle émission. Il s'agit de l'émission Cadeau du jour, animée par Bintou Kindo et puis bien sûr Honoré Onadia. Une émission que vous aurez tous les jours du lundi au vendredi, donc comme le programme de Bonjour de Faso, mais chez eux, ça se passera à partir de 11h. Et c'est une émission donc durant laquelle vous pouvez avoir des cadeaux avec le partenaire du jour. Alors, n'hésitez surtout pas à participer massivement à la nouvelle émission qui donc la grande première aura lieu le vendredi prochain, c'est-à-dire demain en fait, demain à 11h, on vous attend. Merci. Quant à nous, on se dit au revoir ici. Merci à vous de votre fidélité. Mais attention, ne touchez pas à votre télécommande puisque l'information par le flash d'info, c'est justement tout à l'heure à 10h. On se dit à demain.